Cyril Meillan, bonjour. Cyril Meillan, excusez-moi, bonjour. Vous êtes directeur de la communication financière de Crédit Agricole SA. 2018 est une année boursière un peu difficile pour les banques. Je crois que vous n'y échappez pas. Le recul a même tendance peut-être à se creuser ces dernières semaines. Quelle est votre lecture du parcours récent de votre action ? Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. C'est toujours un petit peu difficile pour une société de commenter effectivement l'évolution de son cours, mais il est certain que le secteur bancaire cette année a souffert de façon, on le pense, assez indiscriminée, donc d'une façon qui ne reflète sans doute pas notre performance opérationnelle, puisqu'on a eu quand même une assez forte croissance de nos résultats sur les 9 mois qu'on a publiés début novembre. Et c'est une croissance qui, de notre point de vue, reflète effectivement de bonnes tendances sur les revenus, sur les coûts, sur le coût du risque. Donc toutes les parties du compte de résultat sont plutôt bien orientées. La rentabilité qu'a obtenue le groupe à 13% est très élevée. On a fait pratiquement un des meilleurs troisième trimestres depuis la crise financière. Donc on a le sentiment qu'effectivement le groupe est sur de bons rails dans le cadre de l'exécution de son plan à moyen terme. Et on pense qu'effectivement, il y a un moment où on sortira du marasme bancaire et de la frustration que ça induit pour avoir une meilleure performance. Alors, quand on s'intéresse aux banques, il y a un point sur lequel les investisseurs sont particulièrement attentifs, c'est celui de la croissance des revenus, bien évidemment, notamment de la marge d'intérêt. Dans un environnement de taux bas, c'est très compliqué pour une banque, bien sûr. Alors, à quand le retour de la croissance du produit net bancaire pour une banque comme Crédit Agricole ? Alors en fait, c'est vrai que c'est aujourd'hui une inquiétude majeure de la part des actionnaires et des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient individuels. Cela dit, on a eu effectivement une période qui a été très difficile pour la partie banque de détail, puisqu'effectivement la banque de détail a une activité naturelle de transformation d'une épargne courte en crédit moyen-long terme. Et donc évidemment, quand les taux baissent, ça a un impact très défavorable sur la marge. Alors, il se trouve qu'en ce qui nous concerne, il y a plusieurs éléments qui sont de nature positive. D'abord, on a une exposition à la banque de détail, ce qui peut sembler paradoxal parce qu'on est le Crédit Agricole, première banque française en banque de détail, mais néanmoins, Crédit Agricole SA, comme vous le savez, ne consolide pas les résultats des caisses régionales. Et donc, la part de la banque de détail pour Crédit Agricole SA n'est que d'une quinzaine de pourcents, ce qui est sensiblement moins que nos concurrents français ou même que la plupart de nos concurrents européens. Donc on est moins affecté effectivement par cette pression à la baisse sur les marges. Et d'autre part, le LCL, qui est donc la partie consolidée de banque de détail dans les comptes de Crédit Agricole SA, s'est très bien comporté puisque cette année, sur 9 mois, les revenus sont en hausse à nouveau, ce qui est là aussi très atypique par rapport à ce qu'on peut connaître pour les autres banques françaises. Et comme on a baissé les coûts de façon assez substantielle sur LCL, en fait, le résultat net progresse de façon très sensible dans la partie banque de détail. Et donc, il nous semble qu'on est arrivé au point d'inflexion sur les revenus et que donc on va retrouver une croissance du produit net bancaire et donc du résultat dans le futur. Mais d'une façon plus générale, le groupe a dégagé quand même des revenus qui sont en croissance très substantielle, puisqu'on était à près de 6% au troisième trimestre, 6% de croissance du produit net bancaire, ce qui nous permet de dégager la croissance du résultat que j'indiquais tout à l'heure. Donc le groupe est en bon état de marche parce que l'ensemble de ces métiers contribue effectivement à cette croissance des revenus de façon plus ou moins importante. La banque de détail plutôt un peu moins, mais les autres métiers continuent à fortement croître. Donc un moteur des revenus qui pourrait se réveiller en 2019. En tout cas, il y a un autre point que regardent beaucoup les investisseurs, bien évidemment, c'est la maîtrise des coûts. Pour des revenus qui progressent et des coûts qui baissent, c'est formidable, c'est un effet de ciseau positif. Là-dessus, qu'est-ce qui va se passer l'an prochain ? Quels sont vos efforts en la matière ? Alors, on avait guidé dans le cadre du plan à moyen terme que effectivement les revenus continueraient à croître, et on a fait plutôt un peu mieux, et que les coûts resteraient stables. Et sur cette stabilité des coûts, on est à peu près dans les purs, c'est-à-dire qu'on a des coûts qui progressent très faiblement, malgré les efforts de développement et toutes les initiatives de croissance qu'on a pu prendre. Ce qui fait que le coefficient d'exploitation continue à s'améliorer. Au troisième trimestre, on était à 60,8%. On a un objectif dans le cadre du plan à moyen terme pour l'an prochain qui est de 60%. On venait de 66%, donc on a déjà gagné pratiquement, on a fait l'essentiel du chemin
en termes de coefficient d'exploitation. Et on continue, grâce en fait à la mutualisation que permet le groupe, sa taille, sa capacité dans les différents métiers à être effectivement très efficace au plan opérationnel, on continue à avoir un développement qui est plutôt porteur de ce fameux effet de ciseau positif entre les revenus et les coûts, et donc l'amélioration du coefficient d'exploitation. L'un des moteurs de la hausse des résultats ces dernières années, ça a été bien évidemment la baisse du risque. Vous provisionnez moins par rapport aux encours que vous avez prêtés. Là-dessus, est-ce qu'on est à un point bas? Est-ce qu'il faut un peu s'inquiéter d'une résurgence du coût du risque? C'est une inquiétude légitime parce qu'effectivement, le niveau du coût du risque est très bas dans beaucoup de métiers, à commencer par la banque de détail en France. On ne peut pas avoir tous les inconvénients. Le fait que les taux soient bas fait que les emprunteurs sont plus à même de faire face aux crédits qu'ils ont contractés. Donc on a un coût du risque qui est très bas dans beaucoup de métiers. Néanmoins, on a deux métiers où traditionnellement le coût du risque est élevé. Un, pour des raisons structurelles et statistiques, c'est le crédit à la consommation. On prête à des clientèles qui sont naturellement plus fragiles et d'une façon moins sécurisée que dans la banque de détail. Donc le coût du risque est plus élevé. Mais là, le coût du risque est à un niveau qui nous semble satisfaisant aujourd'hui, plutôt moyenne de cycle. Et en revanche, sur la banque de détail en Italie, là, on a une amélioration continue et qu'on constate dans la qualité même du portefeuille. Donc la baisse du coût du risque dans le compte de résultat reflète vraiment l'amélioration des portefeuilles, et c'est ce qui nous fait dire que normalement, on devrait continuer à avoir, au moins sur cette partie-là, une amélioration. Après, pour le reste, ça dépendra beaucoup de la remontée des taux d'intérêt et de des éventuelles difficultés économiques, mais pour l'instant, le coût du risque reste très bas, sans signal de détérioration particulier. Alors vous évoquiez il y a un instant l'Italie. Crédit Agricole, c'est bien évidemment une banque française, mais en Italie, vous êtes une banque italienne. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'Italie compte tenu du contexte politique, avec l'exposition à la dette du pays, les questions budgétaires. Là-dessus, quel est vraiment le risque qui pèse sur le groupe si on avait un gros pépin sur la dette italienne ? Alors, je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, et je pense que de toute façon, ils ne m'en voudront pas. Ça fait un peu 70 ans qu'il y a une certaine instabilité politique en Italie, donc elle est peut-être un petit peu plus importante aujourd'hui qu'elle n'a été dans le passé, mais on a quand même connu, dans un passé pas si ancien, des turbulences politiques. Nous, ce qu'on voit surtout en Italie, c'est que c'est un pays où la population a un degré de richesse qui est élevé, surtout quand vous allez dans le nord du pays. Et il faut se souvenir qu'en banque de détail, on est exposé, pour schématiser, au nord du sud de la Toscane, si je peux résumer. Donc plutôt dans la moitié nord du pays. Et c'est un endroit où finalement la croissance économique est sans doute plus forte que la moyenne de l'Italie au sens large, avec beaucoup d'exportateurs. Les termes de l'échange de l'Italie se sont améliorés. Contrairement à la France, la balance commerciale est positive. Ils ne sont pas très loin d'un surplus budgétaire primaire, ce qui là aussi est une grosse différence par rapport à la France. Et donc il nous semble que les scénarios les plus défavorables d'Italexit, de sortie de la zone euro ou de défaut sur la dette sont très peu probables. Et donc on est revenu à un cas classique de potentielle détérioration de l'activité. Il nous semble que nos portefeuilles sont suffisamment solides, que la diversification de nos métiers est suffisante pour qu'on continue à avoir un volume de résultats important. Je vous rappelle qu'on a fait 422 millions d'euros de résultats nets sur 9 mois. On avait fait 545 l'an dernier, donc on est parfaitement dans la ligne de ce qu'on avait fait l'an dernier, et même peut-être en petite croissance. Sur l'Italie. Sur l'Italie, absolument. Donc c'est 12% du résultat net part du groupe de Crédit Agricole SA. Les autorités européennes ont dévoilé il y a quelques jours les résultats des tests de résistance, les stress tests. Alors vous faites partie des banques pour lesquelles il n'y a a priori pas d'inquiétude à avoir, mais toutefois les résultats qui ont été publiés, qu'est-ce que ça change pour vous en termes de solvabilité et éventuellement de politique de distribution des résultats ? Alors malheureusement, je dirais l'exercice de stress test n'a pas de dimension opérationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment se servir de ces résultats pour déterminer une politique de risque, par exemple, parce que l'exercice n'est clairement pas très opérationnel. Donc pour l'instant, on a fini l'exercice après donc 3 années de simulation d'un scénario très détérioré,
avec un CET1 au niveau du groupe. Ce n'est pas CASA qui est testé, c'est le groupe qui est testé. Et le groupe passe de 14,9 aujourd'hui. Il passerait à 10,2. Donc il est capable de résister. Il reste à un niveau de CET1 qui est très au-dessus de la moyenne du secteur. CET1, c'est le ratio de solvabilité des fonds propres durs qui sont les plus communément admis. C'est le ratio de fonds propres vraiment durs, c'est-à-dire ce qui est vraiment apporté par l'actionnaire, ce qui appartient à l'actionnaire. Et donc à 10,2, on est très au-dessus des niveaux moyens et au-dessus du niveau de 9% que le superviseur a indiqué comme étant celui où il commençait à aller regarder. Toutes les banques qui sont en dessous, après ces 3 années de stress adverse, seront scrutées de façon un petit peu plus importante. On est à 10,2, donc largement au-dessus. Et sur le dividende, parce que vous avez une politique de distribution qui est assez claire, mais donc pas d'inflexion là-dessus. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler la politique du groupe en la matière ? On a un plan à moyen terme qui, comme je le disais, se termine l'an prochain. Dans ce plan à moyen terme, on a décidé qu'on payait le dividende entièrement en numéraire. Donc on supprime l'option de paiement en actions. Alors je sais que certains actionnaires individuels aimaient bien le dividende en actions. Il se trouve que pour des raisons de dilution, éviter la création d'actions chaque année, on préfère désormais payer entièrement en numéraire. Et on s'est engagé sur 50%. Et on a rajouté, après la publication du plan à moyen terme, au 3e trimestre 2016, un plancher de dividendes. C'est-à-dire qu'on vous assure qu'on paiera au moins 60 centimes, quoi qu'il arrive. Donc 60 centimes au cours aujourd'hui, ça fait effectivement 5,5% de taux de rendement qui vous est assuré, puisque c'est un engagement du conseil d'administration de payer ces 60 centimes. Vous avez en plus un engagement implicite de la société de continuer à verser un dividende en augmentation. On avait fait 63 centimes l'an dernier, et par rapport aux 50% de taux de distribution sur lesquels on s'est engagé, ça fait 2 années maintenant qu'on paye un petit peu plus, puisqu'on était à 56% en 2016, 56% en 2017. Alors je ne vous dirais pas que c'est 56% en 2018, mais on est capable effectivement d'avoir une certaine souplesse. Pourquoi est-ce que 50%? Est-ce que ce n'est pas trop peu? On considère que le groupe a suffisamment de perspectives de croissance pour que 50% soit la bonne répartition entre le capital que l'on conserve pour le réinvestir et dégager une rentabilité supplémentaire, donc plus de résultats, donc une croissance du dividende et une juste rémunération de nos actionnaires. Cyril Meillan, vous êtes directeur de la communication financière de Crédit Agricole. Merci. Merci beaucoup et merci à vous.